jour mémorable du 1er octobre 2020, où nous commémorons le 10e anniversaire de la publication du rapport Projet Mapping, des violations les plus graves de droits de l'homme et du droit international humanitaire en RD Congo, je tiens à remercier les institutions du pays, la communauté internationale et toutes les organisations partenaires ayant pris part à cette manifestation de grande envergure qui a vocation à faire sortir de son placard le rapport Projet Mapping d'une part et à faire sortir les autorités congolaises et la communauté internationale de leur procrastination face à la nécessité d'exploiter tous les outils de la justice transitionnelle en RD d'autre part. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que l'impunité des responsables des plus graves violations de droits humains commises entre 1993 et 2003 est couverte de facto dans les plus hautes instances de la communauté internationale. Le gouvernement congolais, en 2013, dans un premier temps, a accueilli favorablement le rapport tout en proposant la création de chambres spécialisées mixtes intégrées au sein du système judiciaire congolais. Malheureusement, la loi créant un tel organe n'a jamais été adoptée et le gouvernement congolais n'a depuis jamais fait en sorte que les recommandations du rapport Projet Mapping soient mises en œuvre. En mars 2016, le docteur Denis Mukwege a déposé une lettre signée par près de 200 ONG au ACDH réclamant la publication de la base de données qui identifie les principaux responsables des crimes décrits dans le rapport Projet Mapping. Le Haut Commissariat lui a répondu que la divulgation publique de ces informations peut mettre en danger les victimes et les témoins du dit violation. Dans un pays où chaque famille a été endeuillée, où chacun a été confronté directement ou indirectement à des actes d'une violence extrême, le nombre de victimes est énorme et pose la question des réparations. Cependant, la 43e réunion du Conseil des ministres suscite un début d'espoir pour le peuple congolais, où le chef de l'État a parlé de la justice transitionnelle et nous nous rendons compte d'une réelle volonté politique au sommet de l'État. L'ECC et toutes les organisations partenaires appellent les autorités congolaises à continuer à mobiliser des ressources pour initier des programmes et des projets de réparation individuelle et collectifs, matériels et symboliques en vue de contribuer à la réhabilitation des communautés affectées par la violence, faciliter leur réinsertion dans la société et promouvoir la réconciliation. En outre, nous l'invitons donc à accompagner le pays et les générations futures sur le chemin de la paix. Ce chemin existe et il passera par la justice, la vérité, des réparations et des réformes ambitieuses et profondes. Mesdames, Messieurs, le monde ne sera guère attentif à nos paroles, ni ne s'en souviendra longtemps, mais jamais il ne pourra oublier ce qui fut accompli à l'est de la République démocratique du Congo,
où plus de 12 millions d'hommes, de femmes et des enfants congolais ont péri. C'est à nous de nous consacrer plus encore à la grande cause pour laquelle ils offrirent le suprême sacrifice. C'est à nous de faire en sorte qu'ils ne soient pas morts en vain. À nous de vouloir qu'avec l'aide de Dieu, cette nation renaisse dans la liberté. À nous de décider que la RD Congo ne disparaîtra jamais de la surface de la terre. J'espère que ce 10e anniversaire va déclencher le début de la mise en application des recommandations du rapport projet mapping, laquelle mise en application amènera les morts à bénéficier d'une sépulture digne et dont les bourreaux auront enfin être jugés pour leurs crimes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Se tiendra en 3 étapes. Nous aurons le premier panel qui sera introductif, qui sera plutôt conceptuel, où nous aurons la présentation du rapport, mapping, le contenu, ainsi que les recommandations. Le panel sera animé tour à tour par M. Abdoulaziz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le professeur Roger Claude Liwanga, qui sera en ligne avec nous, qui est professeur à l'université de Suffolk à Boston et à Harvard, Monsieur Nick Elédé, directeur pays au CISA. Sera suivi d'un débat. Ensuite, le deuxième panel, nous aurons la lecture du gouvernement et de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Je ne veux cacher ma grande satisfaction ce matin. Je pense que le représentant de Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme aussi en RDC et devoir intervenir devant une assistance aussi importante sur un sujet aussi important est un grand honneur. Le rapport mapping soulève beaucoup de controverses et beaucoup d'intérêt. Quand j'ai reçu évidemment le révérend et l'équipe qui est venue pouvoir travailler sur cet atelier, je n'ai pas manqué de souligner le soulagement, de soulever le soulagement que nous avons, parce que ça fait des années effectivement que nous avons essayé de faire la promotion et rendre public les recommandations du rapport, avec très peu de succès. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été employés pour promouvoir les recommandations du rapport sans beaucoup de succès. Que la société civile, que les organisations professionnelles décident de se saisir de ce sujet, je pense, est tout à fait louable et doit être salué à sa juste valeur. Je voudrais revenir sur un mot qu'a utilisé le révérend en disant aujourd'hui qu'il est important que la RDC s'approprie ce mythe fondateur. Il a mentionné la nécessité de créer une cohésion nationale. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les pays en réalité qui ont réussi à bâtir en sorte solide des fondations fortes l'ont bâti sur des épreuves, sur la souffrance. Ces souffrances-là, il faut les reconnaître et les affronter. Et c'est cette opportunité-là qu'aujourd'hui qui est offerte d'ouvrir le rapport mapping qui concerne une période de l'histoire de la RDC qu'il faut affronter avec beaucoup de lucidité, beaucoup de courage. Et nous rendre bien compte qu'en ouvrant ce chapitre, nous allons remuer le couteau dans la plaie. Parce que vous avez beaucoup de familles de victimes, beaucoup de survivantes ou de survivants aujourd'hui qui continuent de vivre en silence les souffrances de ces années-là. Ou certains qui ont grandi sans connaître leurs parents
ou qui ont dû être déplacés à cause de cette période-là. Il nous faut l'ouvrir aussi avec beaucoup de responsabilité, avoir un esprit. Et là, j'ai répondu et j'anticipe sur les questions qui pourraient être posées. Pourquoi les Nations Unies n'ont jamais rendu public les listes des auteurs présumés, encore une fois? C'est simplement que nous avons une obligation de protection des sources. Ce ne sont pas seulement les étrangers qui ont travaillé sur le rapport. Vous avez plus de 200 Congolais qui ont travaillé sur le rapport. Et donc beaucoup sont assis dans la salle. Vous ne les connaissez pas. Comme beaucoup de pays africains qui sortent d'un conflit et confrontés à des difficultés économiques et sociales innombrables, des blessures du passé et cherchent sa voie de la réconciliation. Examiner le passé peut être douloureux, mais comme disait l'archevêque Desmond Tutu, est propre à convaincre, analyser une histoire douloureuse est le meilleur moyen d'empêcher qu'elle se reproduise. Je ne reviendrai donc pas sur ce qui a déjà été dit sur le rapport mapping, ces findings que mes prédécesseurs ont brillamment développés. En notre qualité de présidente de la Commission parlementaire des droits humains, je vais m'appesantir sur le rôle que peut jouer le Parlement dans la mise en œuvre des recommandations de ce rapport. Le 1er octobre 2020 marque 10 ans, jour pour jour, depuis la publication par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme du projet de cartographie des crimes graves perpétrés sur le sol du Congo-Zaïre entre mars 1993 et juin 2003. Ce rapport avait documenté 617 incidents auxquels se rapportent les violations les plus graves de droits humains et du droit international humanitaire sur la période considérée, y compris les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, dont la plupart demeurent largement impunis. D'abord, et ce qu'il faut dire en introduction, c'est que 10 ans après la publication du rapport du MAPIC, ce rapport reste d'actualité, et cela pour 4 raisons principales. La première, c'est la gravité des crimes qui y sont répertoriés. La deuxième, c'est les besoins insatisfaits des victimes, besoins en matière de justice, en matière de vérité et en matière de réparation. La troisième raison qui sous-tend ce besoin et cette actualité du rapport du projet MAPIC, c'est la persistance des violences. Aujourd'hui, 10 ans après, il y a encore une persistance des violences dans différents points de la République démocratique du Congo. La quatrième raison, enfin, c'est la non-mise en œuvre des recommandations de ce rapport. Alors, mon exposé va aborder de façon générale les recommandations qui ont été formulées par le rapport, et là, je suis dans une position assez préférentielle parce que mes 2 prédécesseurs ont eu également l'occasion à aborder certains de ces points-là, donc je vais écouter cette partie de ma présentation. Ensuite, je vais censé rappeler quelques avantages et inconvénients, et là encore, le professeur Luanga nous a aidé en abordant ce point-là avec maestria. Et je clôturerai ensuite, je passerai ensuite à certains défis contemporains liés à la possibilité de mettre en œuvre les recommandations du rapport MAPIC, et je conclurai avec quelques recommandations. Alors, il faut rappeler que la section 4 du rapport du projet MAPIC est très éloquente déjà sur les options de justice transitionnelle que l'on pourrait appliquer en République démocratique du Congo. Elle aborde notamment la Cour pénale internationale, elle évoque les juridictions extraterritoriales et donc la compétence universelle. Elle aborde également la question des tribunaux pénaux internationaux et des tribunaux mixtes.
parmi les possibilités juridictionnelles. Et enfin, elle aborde la question de la recherche de la vérité, de la réparation et des réformes. Dans le cadre de cet exposé, je vais me concentrer davantage sur les notions juridictionnelles. Et donc, il y a le tribunal pénal international pour le Congo. D'abord, il faut dire que cette proposition n'est pas nouvelle. Cette proposition n'a pas attendu le rapport du projet mapping pour être formulée. Elle avait déjà été en son temps par les délégués du dialogue intercongolais qui, dans leurs recommandations, avaient évoqué cette possibilité de créer ce type de juridiction. Elle a aussi été évoquée en 2003 par le président Joseph Kabila dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, mais plus tard encore par plusieurs acteurs de la société civile, mais aussi par des acteurs et membres et hauts cadres de l'Organisation des Nations Unies. Ce qu'il faut dire, c'est que ces demandes variées n'ont pas obtenu une réponse positive à ce jour-là. Les tribunaux pénaux internationaux étant créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu de son chapitre 7, elles en sont une extension, elles en sont une émanation, et donc elles ont l'avantage d'une certaine opposabilité de leurs décisions aux États membres. Professeur Niwanga évoquait tout à l'heure les avantages et les inconvénients. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit, mais j'aimerais également apporter juste un désavantage ou un inconvénient qu'il n'a pas mentionné, c'est la question de la durée des procédures, qui souvent est évoquée comme un inconvénient majeur. Je dirais que dans le contexte précis de la RDC, alors que cette demande récurrente est là devant nous, l'idée de création d'un tribunal pénal international pour le Congo et le peu de réactivité qu'elle génère ont entre autres conséquences qu'elle conditionne les besoins légitimes de justice et de réparation des victimes congolaises à une décision hypothétique de la communauté internationale. Et donc, quelque part, que les aspirations profondes des Congolais à la réhabilitation sont donc tributaires d'une décision d'un organe exécutif des Nations Unies où les Congolais n'ont malheureusement pas à voir chaque.